Bonsoir à tous, ces amis téléspectateurs. Eh bien, un nouveau volet concernant le football. Nous mettrons l'accent sur les jeunes footballeurs, cela s'entend, souvent en difficulté, et oui, et qui ont du mal à poursuivre, tout simplement, à poursuivre un petit peu leur cursus, si je puis m'exprimer ainsi pour certains, et surtout de s'intégrer dans le système professionnel. Eh bien, vous êtes nombreux, c'est vrai, à vous interroger sur cette problématique. Alors, nous nous rapprochons de ceux qui, évidemment, sont passés par ce circuit afin d'avoir une réponse proche de la vérité. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Richard. Oui, c'est vrai. Alors, je le disais, combien de fois nous avons eu l'occasion de rencontrer certains footballeurs, certaines personnes qui ont voulu être professionnels et qui nous disent, qui nous racontent toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle nous faisons cette émission. Oui, tout à fait. C'est pas un parcours qui est facile. Même si on voit la réussite de pas mal de joueurs, mais le parcours est semé d'embûches, on va dire. Donc, il y a beaucoup d'éléments jusqu'à maintenant qu'on a pu percevoir. Hein. Donc, on a eu des avis. Il y a des parents qui nous ont éclairés. Il y a certains joueurs aussi qui nous ont raconté leur parcours. Donc, c'est pas si facile que ça. Oui, c'est vraiment pas si facile que ça. Eh bien, nous aurons d'ici quelques instants avec nous celui qui fait partie des Guada Boys. Je crois qu'il est déjà en ligne. Je regarde un petit peu notre réalisateur. Je pense notamment à Franck Gandel. Franck Gandel qui est actuellement entraîneur des gardiens. Ou encore Jacques Bad. Jacques Bad qui est pédiatre mais qui a été aussi footballeur professionnel. Et puis d'ici quelques instants sur le plateau, nous allons recevoir Stevenson Casimir. Alors, Jean-Baptiste, vous-même, vous avez été gardien. Vous avez eu l'occasion je sais pas moi, de discuter avec les professionnels, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est le boulot. On dit toujours, c'est le travail. Il faut toujours, tous les jours, se réveiller, être au taquet, et bosser, toujours s'améliorer. Et c'est la répétition, et puis c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup, surtout au poste de gardien, où des fois c'est assez particulier. Donc le coach il choisit un titulaire. Et les autres sont là pour faire la saison en tant que remplaçant, donc c'est pas évident. Donc cela, il faut avoir un mental encore au-dessus, plus. Donc c'est pas facile. Ah ben, nous avons avec nous en direct dans cette émission Franck Gandel. Franck Gandel, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé justement pour être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est désormais entraîneur des gardiens, mais auparavant, il est passé par plusieurs clubs que vous le voyez à l'antenne, à l'écran. Alors Franck, bonsoir. Oui, bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Bonsoir Franck, et bien ravi que tu sois en direct dans cette émission. C'est vrai que nous avons eu l'occasion de parler assez souvent. Et tu me faisais part d'ailleurs de toutes les difficultés que toi-même, en tant que gardien professionnel, que tu as rencontrées. Alors, s'il faut éclairer un petit peu nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission, qu'est-ce que tu as envie de dire? Tout simplement, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que c'est une longue histoire. Oui. C'est des hauts, c'est des bas, c'est aussi des bonne expérience par la suite, mais tout ça passe par le travail. Aujourd'hui, pour tout résumer, important de la Guadeloupe où j'ai commencé à jouer le foot. Oui, c'est ce que, justement, Franck, c'est ce qu'il faudrait que tu nous dises d'abord avec quel club que tu as commencé en Guadeloupe et surtout en quelle année? Je crois que c'est dans les années 99. Hein? Ouais, dans les années 99, j'ai fait comme on dit, toutes mes classes en Guadeloupe à Saint-François, plus précisément club sport. J'ai aussi connu ma première sélection en cadet où j'étais encore au club sport et par la suite j'ai eu cette envie, l'objectif de partir, de tenter ma chance au plus haut niveau. Oui. Et ça a été vraiment un long chemin, on va dire, qui n'a pas été facile, où il fallait retrouver vraiment ses marques, qu'il fallait s'imposer. Et vu que je n'avais pas connu le monde, je dirais plus le centre de formation, j'arrivais un peu avec beaucoup de retard, où il a fallu vraiment beaucoup travailler, puis être à l'écoute pour franchir palier après palier, mais avec beaucoup de patience et beaucoup d'envie et mettre beaucoup de détermination dans ce que je voulais. Oui, alors Franck, donc tu es parti très jeune,
très très jeune. Est-ce que tu es parti seul ou tu étais accompagné des parents? Je suis parti seul, je suis parti. Bon, très jeune, c'est un gros mot. J'ai tenté ma chance après la sélection en cadet, ça a été compliqué. Oui. Je suis rentré en Guadeloupe après des échecs. J'ai dû presque tout abandonner. Et puis bon, j'ai quand même j'ai eu des soutiens de certains proches, des amis qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main. Je suis parti en Martinique pour essayer de reprendre encore le plaisir parce que j'avais eu un échec au Jardin de Bordeaux qui a été très difficile. Oui, c'est vrai. Je suis parti faire une saison en Martinique. À l'époque, il y avait les divisions anti, j'étais au club colonial. Oui. J'ai fait une saison là-bas. Ensuite, bon, pour moi, le foot, c'était déjà fini. Hein. Je suis parti à l'armée en 96. Je rentre en 98. 98, je rentre en Guadeloupe à la finance. Alors, Franck, quand on rentre comme ça dans un club professionnel, d'accord? Quand on arrive dans un club professionnel, quelles sont les exigences? Qu'est-ce que l'on demande? Pourquoi il y a autant de difficultés et surtout, le Guadeloupéen, quand il débarque comme ça, pourquoi il a autant de difficultés à s'intégrer justement dans ce foot professionnel? Plus haut niveau, bon, dans le foot professionnel, on demande beaucoup d'exigences, beaucoup de concentration. Il faut être à l'écoute de tout ce qu'on demande. Oui. Et aujourd'hui, pour l'avoir vécu, je suis content déjà d'intégrer le staff de la sélection Guadeloupe. Oui. Mais comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est pas que le staff. J'ai moi aussi apporté cette expérience, cette exigence de travail qu'on nous demande au quotidien en métropole, dans les clubs professionnels. Et je dirais même les clubs amateurs commencent à être exigeants aussi dans le travail. Et tout ça passe par là. L'exigence du travail, mais pas que sur le terrain, mais au quotidien. L'exigence du travail sur le terrain, en dehors du terrain, parce que ça c'est très important, de suivre, d'avoir une bonne hygiène de vie pour durer. Mm-hmm. Et c'est par là que ça passe tout ça. Voilà. Mais cette hygiène de vie, toi, tu l'avais quand même quand tu étais professionnel. Cette bonne hygiène de vie, tu l'avais? C'est cette hygiène de vie, je pense, qui m'a permis de durer, parce que j'ai arrêté ma carrière à 39 ans. Et j'ai tout de suite basculé en tant que coach gardien, mais j'avais depuis en Guadeloupe déjà. Cette exigence de au départ. Travail que j'avais déjà. J'avais cette exigence de travail. Le bosseur, et c'est ce que j'inculque maintenant à tous les gardiens avec qui je travaille. On n'a rien sans rien. Tout passe par le travail et puis on sera un jour ou l'autre récompensé. Je pense que j'ai beaucoup travaillé par le passé, depuis en Guadeloupe, avec les amis avec qui j'ai commencé à jouer au foot, même dans ma famille, c'était une famille où tout le monde faisait du vélo. Oui. On pratiquait beaucoup de sport dans la famille et on était vraiment déterminés, on avait cette envie. Sauf que moi, j'avais cet objectif d'aller au plus haut niveau. C'était mon seul souhait. J'ai mis les moyens, j'ai mis les ingrédients qu'il fallait pour y arriver. Oui. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu toucher à ce niveau-là et aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec tous les gardiens avec qui je travaille. Voilà. Et les places justement, quand on est professionnel, les places sont chères. C'est-à-dire, on ne te fait pas de cadeaux. C'est-à-dire, entre vous joueurs, il n'y a pas de cadeaux. Parce que cette place-là, on veut la garder, on veut la protéger en quelque sorte. Ah oui, voilà, Richard, c'est pas cher, c'est très très cher. Ouais. Parce que chaque jour, on vient à l'entraînement, on est affronté, on est confronté avec des collègues. On se fait des amis, mais c'est plus, il y a une concurrence au quotidien. Oui. C'est une sorte d'hypocrisie, quoi. Il ne faut pas négliger. Ouais. Disons. Il ne faut pas négliger. Voilà, c'est-à-dire, franchement, c'est sûr qu'on a des copains, mais c'est un petit peu, disons que c'est de l'hypocrisie parfois. C'est un peu ça, voilà. Comme on dit, le haut niveau, c'est beau être dans une équipe, on va dire, une équipe collective, mais c'est pas. C'est chacun pour soi aussi, hein, parce qu'on a envie de jouer, on a envie de gagner sa place,
Et puis je dirais que c'est justement, voilà, tout le monde a envie de se battre. Et c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, même si ça reste sport collectif, mais il y a une place à gagner. Voilà. Et puis, justement, ce circuit professionnel, eh bien, ça t'a poussé, ça t'a permis de fréquenter pas mal de clubs, notamment le Skoda Annecy, ça c'est en Grèce, ça. Et là, c'est une autre mentalité. Pourquoi tu avais choisi la Grèce? Choisi, comme je disais, ça n'a pas été facile dès le départ. Pour ne pas avoir eu vraiment des contacts, pour ne pas avoir eu la chance de côtoyer son de formation. Et en passant par les clubs amateurs, j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un beau parcours en Coupe de France en 2000. Oui. Avec les Bons de Saint-Seurin, où on élimine l'Olympique de Lyonnais, à l'époque où l'Olympique Lyonnais était vraiment au top niveau. Ouais, voilà. On gagne 1-0 en 32e, et ce jour-là, la chance pour moi, les dirigeants de Skoda Santi étaient venus voir en fin de compte notre capitaine, qui était l'attaquant. Et j'avais sorti vraiment un gros match ce jour-là, on gagne 1-0, on élimine l'Olympique Lyonnais, et par la suite, le lendemain, les dirigeants m'ont appelé pour me demander, ils voulaient, en plus c'était au mois de janvier, ils voulaient que je signe dans la foulée. Oui. Et Jean-Marc Furlan, avec qui m'avait vraiment tendu la main à une période très difficile, je lui avais promis de rester dans le projet jusqu'à la fin de la saison. L'objectif c'était de monter avec lui en national. Et quand je lui ai proposé, je lui ai expliqué un peu l'opportunité que j'avais de retrouver le monde professionnel. Il savait que c'était mon envie, mais on était parti sur un projet, et puis peu importe ce qu'on me proposait, les salaires, c'est vrai que on me proposait un gros salaire dès le départ. Je l'ai écouté, on a discuté, on a échangé, et puis je suis un homme de parole, du coup j'ai refusé, j'ai demandé au club s'ils sont vraiment intéressés par mes qualités, par moi, d'attendre la fin de la saison. Parce que j'avais eu un échange avec le coach Jean-Marc Furlan qui m'avait vraiment remis sur pied, et j'avais envie de lui rendre l'appareil. Et je suis resté jusqu'à la fin de la saison, on est monté en national et je suis parti à la fin de la saison. Il m'a laissé partir, il était content. Oui, alors il y a eu la Grèce, mais il y a aussi les Pays-Bas, à un moment donné. Ouais, c'est vrai, les Pays-Bas, ça arrive après les stades, parce qu'en sortant de la Grèce, j'ai fait 1 an en Grèce, je rentre en métropole. Et la chance pour moi, comme on dit, quand on respecte les gens et puis on travaille, Jean-Marc Furlan est signé à l'Estac. Et j'étais en Guadeloupe quand il m'appelle, parce que j'étais à la recherche d'un club. Et il me dit, voilà, il signe à l'Estac, il cherche un deuxième gardien pour pallier dans son effectif. Il était intéressé par mon profil. Alors il m'a appelé c'était en vacances en Guadeloupe, c'était un samedi, je devais être le lundi à 3 pour m'entraîner. Alors je suis parti dans la foulée, j'ai fait une semaine d'essai, j'ai signé, puis j'ai fait une saison à l'Estac où on monte en Ligue 1. Et dans la foulée, 5 journées avant la fin du championnat, j'ai été contacté par le club hollandais FC Utrecht, qui était venu, qui m'avait suivi depuis le mois de janvier. Et à partir de là, je suis parti aux Pays-Bas j'ai signé 3 années, qui a été une belle expérience pour moi. Oui. Où j'ai eu de la chance de jouer des matchs de Coupe d'Europe et de rencontrer quand même des très grands joueurs. Alors, donc il faut dire, aujourd'hui, tu es l'entraîneur des gardiens des Guala Boys, puisque tu es revenu, n'empêche que tu restes toujours entraîneur, puisque tu es avec le Racing de Besançon, c'est bien ça? Non, j'étais au Racing de Besançon, je suis au Racing Paris. Ah, Racing de Paris, que je voulais dire, oui. Depuis 2002, toi, tu étais justement avec le Racing de Besançon, et avec le Racing Paris 2, c'est depuis quand? Depuis cette année, depuis juillet. En fait, j'ai arrêté ma carrière à Boulogne-sur-Mer. Oui. Parce que j'étais à l'Estac et j'ai été prêté ma dernière année à Boulogne-sur-Mer en national. Oui. Et à la fin de mon contrat, les dirigeants de Boulogne-sur-Mer, le président, ainsi que l'ancien Guadaboué, Aurélien Capot, qui était directeur sportif, m'avaient demandé de prendre le relais
de l'entraîneur des gardiens qui partait. Et c'est vrai que j'ai eu le temps, ils m'ont demandé de prendre mon temps pour bien réfléchir, parce que c'est pas facile. Pas chose facile d'arrêter sa carrière. Alors j'ai réfléchi, j'ai posé la question autour de moi et tout, et pour moi c'était le moment de passer le relais et de partager mon expérience. Bien sûr. Et du coup, j'ai été gardien, j'étais entré dans les gardiens pendant 5 années à Boulogne-sur-Mer national, et par la suite en 2002, 2003, 2023, j'étais à Besançon, où j'ai joué pendant 2 ans. Bien sûr. Et depuis juillet, je suis au Racing Club Paris, où je dirais c'est aussi grâce à Rubens Adélaïde, le fils de Mario, c'est entraîneur des gardiens des Guada Boys, qui m'avait sollicité parce que son club était à la recherche d'un gardien, puis c'était vraiment super gentil de sa part, et j'ai été rencontrer les dirigeants, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, je travaille avec les gardiens, dont Rubens Adélaïde, qui est jeune gardien qui a grandi aussi en Guadeloupe, le fils de Mario, qu'on connaît très bien. Très bien. Alors, Franck, à 45 ans, puisque c'est ton âge aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'avoir bien rempli ta carrière? Ou alors, ou alors il te manque quelque chose, peut-être une tentative au niveau de la sélection, peut-être la sélection nationale. Tu as peut-être voulu arriver à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de regrets, parce que je sais que je suis parti très tard. Oui. Je suis parti très tard en Guadeloupe parce que j'ai essayé plus jeune, à l'âge de 17 ans, j'ai essayé, c'était très compliqué, contrairement à maintenant. C'était compliqué, je me suis donné des moyens, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aidé. Après, voilà, les seuls regrets, c'est que je me dis, je suis parti à l'armée pendant 2 ans, je vois plus ces 2 années, je vois plus encore profiter au plus haut niveau. Mais je dis Dieu merci, j'ai pu quand même profiter pleinement, j'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai pu aussi rencontrer des coachs qui m'ont beaucoup appris. Aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai passé aussi mon diplôme. Ah, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà, c'était mon objectif avant tout, de passer le relais, de venir apporter ton savoir-faire. Voilà, mon expérience, surtout aux gardiens guadeloupéens. C'était déjà avoir un peu de crédibilité, même si on a été au plus haut niveau, mais avoir ce qu'il faut dans les mains pour ensuite partager tout ça et puis profiter pleinement de ce qu'on a maintenant. Franck, alors, sur le plateau, justement, il y a Jean-Baptiste qui a eu l'occasion d'évoluer avec toi, je crois, Jean-Baptiste Gassion, qui va te dire 2 petits mots. Salut, Salut Jean-Baptiste. Ça va, toi? Ça va, merci. Ouais, j'ai vu que tu as fait un beau petit parcours. Ouais, c'est un bon petit parcours, oui. Ma foi, c'est ce qu'on voulait, c'est ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis content. J'ai eu de la chance de te croiser dans ma carrière, donc Fabrice, Fred, il y en a des masses, Marius. Oui. Ouais, il y en a pas mal. Parce que c'est vrai, je me rappelle, je t'ai connu à tes débuts quand tu étais au Club Sport. Ah oui. Ouais, je me rappelle, on t'appelle Lama. Si je me trompe pas. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, je pense que tu étais fan de Bernard Lama, tu avais le petit maillot coloré, noir et rouge. Ah ouais, c'est une belle histoire en fait. Mais en fait, ta carrière, tu l'as gérée toi-même ou tu as eu un agent avec qui tu as fonctionné? Au début, j'étais seul, et puis par la suite, on a besoin d'être entouré, d'avoir une bonne connexion. J'ai eu la chance d'avoir un agent qui gérait, qui regardait un peu, qui me suivait, qui m'a accompagné. Mais il n'y a pas... Si tu joues pas, t'es pas performant, l'agent ne peut pas faire grand-chose pour toi. Ah oui, très bien. Voilà. Alors, donc, Franck,
Tu sais que cette émission, si tu veux, elle s'adresse, disons, aux jeunes qui regardent cette émission et qui voudraient justement tenter une carrière, demain tenter une carrière professionnelle. Si toi, tu devais leur donner un conseil, ce serait lequel? Ben, c'est surtout, le seul conseil que je peux donner, c'est de travailler, d'y croire. Oui. D'y croire en leur projet, en leur avenir. Faut pas tout mélanger parce qu'on a tendance à dire je veux être professionnel, je veux jouer, voilà. je peux jouer, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Alors, sacrifice dit voilà, travail, sérieux, parce qu'on peut pas tout mélanger. Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire bon, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Par exemple, des petites soirées, des petits des petits moments de folie que bon, voilà, pas d'épisode parce que. Oui. Parce que tu savais ce que tu voulais, c'est ça. Je savais ce que je voulais. Aujourd'hui, un gamin qui a envie de réussir, qui a envie de toucher le haut niveau, s'il est sérieux, il est à l'écoute, rien ne peut l'arrêter. Mais maintenant, si il pense qu'il peut jouer, profiter que de ses qualités parce qu'il est peut-être bon, il a ses qualités à lui et puis il ne veut pas écouter, il ne veut pas travailler plus, ben, il restera au plus bas niveau, quoi. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de marchands de rêve aussi qui sillonnent un petit peu le département. Bon, qu'est-ce que tu voudrais peut-être dire à certains parents? Parce que c'est vrai, très souvent, les parents, ce qu'ils auraient voulu, c'est que leurs enfants ressemblent un petit peu à Mbappé ou encore à Messi. Là, ça, ce sont des rêves en quelque sorte. Mais qu'est-ce que toi, tu as envie de leur dire? C'est vrai, hein, c'est pas qu'aux Antilles. Hein. Je pense que maintenant, c'est devenu vraiment une sorte de... C'est devenu commercial. Maintenant, tous les parents, tout le monde a envie d'acheter des maillots, des belles chaussures. On a envie de pousser les gamins à être comme Mbappé. Mais si le gamin ne veut pas, je vois pas trop l'intérêt de le pousser. J'ai juste envie de dire aux parents d'écouter leur gamin, de laisser faire, de laisser choisir leur chemin. Moi, c'est ce que je voulais. Tous les jours, j'étais vraiment après les parents, après ma mère, pour dire que voilà, je voulais partir, je voulais aller au niveau, je voulais être professionnel. Et en plus, comme il a dit, Bernard Lama, c'était mon idole et c'est un gardien que j'ai suivi depuis tout petit. J'ai eu la chance de le rencontrer après quand je suis arrivé en métropole pour me conseiller sur des petites... sur ce que j'avais besoin peut-être de travailler. Voilà. Ben, c'est justement, voilà, c'est pas les parents qui doivent choisir, c'est le gamin qui doit faire un choix. Si le gamin il a les qualités, il a envie... Et que les parents doivent, en quelque sorte, l'accompagner. Voilà, les parents, ils sont là juste pour accompagner, mais pas pour imposer quelque chose ou un sport, mais juste accompagner, conseiller, puis et c'est important d'avoir la famille pour bien conseiller, puis d'être bien entouré, parce que quand on est là aujourd'hui, on joue au niveau amateur, on n'a pas forcément beaucoup d'amis, mais à partir du moment où on touche le haut niveau, ça c'est différent. Merci. C'est là où est le danger. Merci en tout cas, Franck, d'avoir été en direct. Une toute dernière question, vraiment la toute dernière, puisque désormais tu entraînes les gardiens de la sélection des Guada Boys. L'aventure continue justement pour les Guada et tu es content de faire partie du groupe? Je suis très content, comme je l'ai dit dès le départ, je l'ai répété à maintes fois. Je suis super heureux d'intégrer le staff de la sélection, de travailler avec une personne que j'admire depuis gamin, Jocelyn. Et Jocelyn Gloma, oui. Et j'étais vraiment très content. Je suis très heureux de profiter, de venir partager ce moment-là avec la sélection. Et j'espère qu'on va vraiment réaliser quelque chose de bien. En tout cas, je suis heureux de partager mon expérience, que ce soit avec les gardiens qui viennent de l'extérieur. Et j'espère aussi le partager avec les gardiens qui sont en Guadeloupe. Parce que c'est important pour moi aussi. Merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission, Franck. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi parce que tu nous apprends pas mal de choses. Et puis on
On aura l'occasion de se revoir ici à Guadeloupe quand tu seras de retour pour les Guadas. Merci. Merci d'avoir été en direct de cette émission. Je profite pour saluer tout le monde et puis grand bonjour, grand force à Guadeloupe, en bonne championne et puis je dis à bientôt. On t'apprécie énormément à Guadeloupe, Franck. Merci encore. Moi aussi j'aime la Guadeloupe. Merci. Alors voilà, nous marquons juste une pause de couleur dans cette édition et puis on se retrouve tout de suite après. On retourne sur le plateau avec, pour l'instant, un invité que nous avons. C'est Jean-Baptiste Jogassion qui est notre consultant, évidemment. Et tout à l'heure, nous étions en direct justement avec Franck Gadel. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler d'ailleurs du fils de Mario Adélaïde, qui est gardien, comme Mario Adélaïde lui-même. Et je crois que c'est ce club-là qui entraîne justement Franck Gadel. Oui, il a le même club que Franck cette année. Donc, notamment, on les a vus à l'entraînement, à l'image. Donc, on n'a pas de poser à Franck la question, mais on espère que par le biais de Franck et tout ça, donc ça va être plus facile de le retrouver chez nos Guada Boys. Ouais, et puis dans un avenir proche. Voilà. C'est un garçon qui est rempli de qualité. Qui a beaucoup de qualité, oui. Parce que effectivement, au travers des réseaux, je le suis, je vois ses performances, ses matchs. Oui, et qui a suivi son père, parce que Mario, c'était le gardien de l'Étoile, et puis il a eu l'occasion d'entraîner ce fils-là, justement, qui lui-même a été gardien de l'Étoile aussi. Oui, parce que je me rappelle de Wibens, parce que quand j'étais à l'Étoile, c'est Mario qui était mon entraîneur de gardien, et Wibens, il était chez les jeunes, et c'est vrai, c'est qu'on dit, c'est le travail, il s'entraînait avec sa catégorie, et après venait nous rejoindre les seniors, et il participait avec nous aussi. Oui, c'est formidable. Et c'est pas un hasard s'il est à ce niveau. Alors, un volet très important, la pédiatrie, et oui, pratiquer le sport. Oui, mais au fait, il y a un âge pour commencer justement, pour commencer le foot. Et nous avons avec nous en direct depuis Marie-Galante le docteur Jacques Bad qui est pédiatre. Bonsoir docteur. Jacques Bad, bonsoir. Voilà, Jacques, bonsoir. Jacques Bad. Je regarde justement notre réalisateur pour voir si Jacques est toujours avec nous. Jacques Bad. Et qui du reste a été un grand footballeur aussi, qui a été un grand professionnel. Parfait, merci. Merci Jacques d'avoir été en direct, merci d'être en direct précisément dans cette émission. Alors je disais de profession que toi tu es pédiatre et grand footballeur aussi devant l'Éternel. Tu as fait partie du Paris Saint-Germain, n'est-ce pas Jacques? Oui, tout à fait. C'est un peu loin, mais bon, ça a existé. Oui. Alors Jacques, justement, pour parler de la pédiatrie et surtout pour parler des enfants, c'est à partir de quel âge? Tu veux dire, à partir de quel âge on prend les enfants en charge? Non, surtout qu'il faut, qu'on les prenne en charge et qu'ils commencent à pratiquer le sport. Oui, parce que la pédiatrie elle-même remonte à la naissance, bien entendu, et va jusqu'à l'adolescence. Pour les enfants qui font du sport, il est vrai que de plus en plus tôt, les enfants sont confrontés à des activités sportives, combinées. Oui. Et donc, le problème, c'est de savoir justement quelles limites mettre à tout ça. Oui. Alors, Jacques, c'est vrai que très souvent, on voit des enfants, de jeunes enfants, âgés de 2 ou 3 ans, qui sont déjà sur les différents stades. Est-ce que c'est un danger ou pas? Non, je pense qu'à partir du moment où l'enfant fait une activité spontanée, en général, ça se maîtrise et se contrôle lui-même. Alors le problème qui se pose, c'est que si on demande aux enfants à faire plus que ce qu'ils ne peuvent faire, il y a un enfant qui vit naturellement, qui court, qui s'amuse, en général, il adapte son effort à ses capacités. Alors après, peut-être poser le problème d'un enfant qui a un problème pathologique quelconque, ça c'est autre chose. Mais naturellement, à regarder vivre les enfants et à les laisser faire des activités, ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire en réalité.
Alors, je te demanderai de te mettre un tout petit peu plus loin de ton portable, puisque là, ça a tendance à saturer un tout petit peu. Alors, ce que je voudrais savoir aussi, Jacques, si on pratique le sport, c'est très jeune, je veux parler des enfants, est-ce que ça peut jouer un très mauvais tour sur leur croissance? En fait, comme je disais, toute pratique adaptée, contrôlée, en général, ça se passe bien. Après, il y a des effets nocifs que l'on connaît, en particulier, par exemple, chez les adolescentes qui font beaucoup de sport, et ça a été reconnu. Ce sont des enfants qui, en particulier, peuvent avoir des retards de règles, peuvent avoir une insuffisance de maturation osseuse, en particulier. Et donc, à ce niveau-là, ça peut être pénalisant. Et ce sont des enfants souvent dont la croissance se réduit, mais c'est parfois, et c'est le plus souvent transitoire. C'est-à-dire qu'à la période de l'adolescence, quand il y a trop de sport chez les jeunes filles, et c'est connu, il peut y avoir un ralentissement de la croissance, il peut y avoir des troubles des règles et des troubles de l'ossification des os. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de particulièrement fréquent non plus. Ça peut arriver pour des enfants qui font beaucoup trop de sport. Et parfois, peut-être que tu as pu le remarquer, quand on montre des athlètes qui font de la gymnastique, les enfants c'est souvent des sports qui demandent beaucoup d'entraînement. Et quand on les regarde, souvent elles sont petites, les filles. Après, elles peuvent pousser normalement. Mais souvent elles sont petites, oui. Dans l'exercice de ta profession, ça arrive quelquefois de rencontrer des situations peut-être un petit peu difficiles pour nos gamins? Oui, c'est-à-dire que... Sur le plan physique. En fait, chaque fois qu'on est confronté à un enfant, en particulier un enfant qui va faire du sport, le problème du professionnel de santé, enfin le médecin, et en l'occurrence nous, quand on était en pratique, c'est de bien vérifier qu'il n'y a pas de risque pour l'enfant de faire un sport. C'est-à-dire vérifier sur le plan médical comment ça se passe, sur le plan cardiaque, sur le plan respiratoire, sur les problèmes d'âge, etc. Et surtout, quand un enfant arrive pour faire un sport en compétition, vérifier qu'il n'y ait pas eu de problème d'antécédent dans la famille. Par exemple, un parent qui est décédé très tôt, à 50 ans, avoir un problème vasculaire, par exemple. Oui. Il faut faire attention, il faut être plus prudent. Quand il y a un certain nombre de pathologies génétiques qui peuvent atteindre le système de fonctionnement cardiaque, c'est-à-dire la conduction de l'influx nerveux, par exemple, je schématise en disant ça, mais quand il y a des problèmes comme cela, on a intérêt à être attentif aux enfants et bien contrôler, bien être attentif et bien faire un examen complet. Mais il faut dire que globalement, les enfants sont plutôt en bonne santé, mais ça ne doit pas priver, en tout cas, ça ne doit pas interdire à nous, médecins, d'être attentifs en particulier aux antécédents familiaux et secondairement à l'examen clinique que l'on fait quand on doit le faire. Alors, je ne sais pas si tu sais que depuis peut-être 3-4 ans, peut-être 3 ans, on a supprimé le certificat de non-contre-indication, de contre-indication à la pratique du sport. D'accord. D'accord. Parce que il y a un interrogatoire que l'on fait, assez précis, justement, pour savoir si l'enfant, justement, n'a pas eu des antécédents familiaux particuliers, si sur le plan respiratoire, ça se passe bien, enfin qu'il n'y a rien, si sur le plan cardiaque, il n'y a pas de syncope, qu'il n'y a pas de pathologie de ce type-là. Donc, si tu veux, il y a tout un interrogatoire que l'on fait et qui permet, à partir du moment où il est négatif, de ne pas faire l'examen médical. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'examen de contre-indication à la pratique du sport, de non-contre-indication à la pratique du sport. Mais jusqu'à présent, peut-être pas trop de situations compliquées, j'ai envie de dire, pour nos jeunes Guadeloupéens? Non. Sur le plan physique? En fait, il faut dire, globalement, je pense que quand on regarde la vie, il y a moins de personnes à problème que de personnes avec problème. D'accord. Et chez les enfants, ça me semble encore plus important. C'est-à-dire que, si tu veux,
quand on a une surveillance précise des enfants, très tôt, on peut savoir qui a un problème, qui ne l'a pas, qui doit faire une activité physique, qui ne pourra pas la faire, etc. Et en même temps, il faut dire qu'il y a peu de conditions dans la vie qui font qu'on empêche à un enfant de faire une activité sportive. Puisque tu vois, même dans notre religion, où une maladie aussi fréquente de la drépanocytose, pour laquelle on était très négatif par rapport à l'activité physique, de plus en plus, les gens, on sait que ces enfants-là peuvent faire une activité modérée qui leur permet justement d'avoir un comportement physiologique plus adapté à leur pathologie. Alors, Jacques Bad, c'est vrai que la thématique que nous essayons de développer, c'est un peu, disons que c'est l'intégration des jeunes footballeurs guadeloupéens, précisément, dans le système français, dans le système professionnel français, voire même ailleurs. Toi, tu as été footballeur professionnel, tu es parti très jeune, tu étais parti pour tes études. Est-ce que toi, comment tu as vécu ton intégration dans le foot français, dans le foot professionnel? Moi, tu sais que j'étais déjà assez avancé en âge quand je suis arrivé au football professionnel. Moi, je suis parti pour mes études un peu avant, au final de ma 19e année. Je me suis inscrit en médecine à Toulouse. Et il y avait des amis devant moi, comme Ancien du Gamin, qui m'a amené dans le club dans lequel il jouait. Parce qu'en quittant la Guadeloupe, j'avais déjà fait une sélection de la Guadeloupe, en jouant avec Jean Missier, en fait. Oui. Moi, je ne peux pas parler japonais, Joe. Bien sûr. En jouant avec Jean Missier, et on jouait à la solidarité scolaire ensemble. Et donc, j'avais fait contre le Restart de Paris qui était de passage, un match où une mi-temps avec la sélection de la Guadeloupe et une mi-temps aussi avec la sélection de la Grande-Terre. À l'époque, on faisait Grande-Terre, Guadeloupe, etc. Et donc, quand je suis parti, donc, mon ami du Gabin, qui était plutôt l'ami de mes grands frères, m'a demandé de venir jouer au football. Moi, j'ai parti sur les études pour aller jouer au football, quoi. Et donc, au fur et à mesure, donc, je me suis adapté. Ça permet aussi l'intégration, c'est-à-dire le fait de faire autre chose qu'uniquement ses études, de rencontrer des gens, d'échanger, d'être le dimanche à l'extérieur. Ça permet de s'ouvrir l'esprit et de faire du sport. Mais pour reprendre mon parcours, donc, tu vois, et donc, j'ai fait beaucoup de football dans la région toulousaine. J'étais étudiant en médecine. Et c'est parce que j'ai rencontré Juste Fontaine qui m'a entraîné à Toulouse, enfin à Toulouse Football Club, au club professionnel de Toulouse, mais en tant qu'amateur, puisque j'avais été recruté après un stage. Et lui, il a toujours trouvé que j'avais des qualités pour être professionnel. Mais à l'époque, j'étais jeune et quand j'ai dit ça à mes parents, tu comprends, c'était pas ce qu'attendaient les parents de ce qu'on faisait dans les études, tu vois. C'est pas comme maintenant où tous les parents veulent qu'un enfant soit professionnel. Voilà. Parce que la vie a beaucoup changé. Donc, finalement... C'était d'abord les études, quoi. Pour les parents, c'était d'abord les études, oui. Donc, je suis resté dans la région toulousaine et j'ai joué dans des bons clubs de la région. C'est-à-dire j'ai joué à Toulouse Football Club, d'ailleurs. J'ai fait des matchs en pro très tôt avec Kader Firoud. Je sais qu'on avait joué à Lyon, on a fait des tournées en Russie, en Algérie, etc. Et ensuite, je suis parti à Albi, qui était à l'époque en CFA, la 3e division, 3e niveau du football en France. Et donc, je suis resté là pendant 4 ou 5 ans. Et Juste Fontaine, quand il a pris le PSG, il est revenu me chercher pour aller avec lui à Paris. Et à ce moment-là, je suis arrivé à Paris et c'est ça qui m'a fait rentrer dans le football professionnel. Alors, Jacques, franchement, à t'entendre, on a comme impression, d'ailleurs, c'est un petit peu l'avis de Jean-Baptiste Gassion qui est sur le plateau avec moi, on a comme impression que toi, tu n'as pas rencontré de difficultés manifestes pour t'intégrer dans ce système professionnel, franchement. Non. Enfin, d'une part, j'avais déjà un certain âge, j'étais déjà mûr quand même. Et d'autre part, bon, même, tu sais, quand on est enfin, c'est pas prétentieux pour ça qu'on dit, mais quand on est de certains niveaux, au niveau du football
l'amateur, tu sais, quand tu n'es pas très loin du pro en général, puisque à Albi, c'était 3e division, nous avons eu l'occasion de rencontrer des clubs en Coupe de France qui nous ont battus de manière tout juste, tu vois. On en a même éliminé aussi, donc quand tu as une certaine maturité, bon, ça ne pose pas de problème de s'intégrer. Alors maintenant, avec ce que j'ai pu faire au niveau du sport, ce n'est plus possible de le faire, puisque tu vois, on prend les enfants, et pour moi, c'est une erreur de plus en plus tôt. Alors, ceux qui sont sur place en France, bon, c'est leur problème, mais nos enfants qui partent des fois à 13 ans, 14 ans, bon, moi, je trouve que c'est parfois une catastrophe annoncée. Oui. Mais bon, il y en a qui réussissent, ceux qui sont solides mentalement. Bon. Pour que ça puisse réussir, pardonne-moi, pour que ça puisse réussir, il faudrait qu'il y ait un accompagnement, il faudrait que les parents, selon toi, il faudrait que les parents partent avec ses enfants, avec ses gamins. Oui, parce que je pense que souvent, même les enfants qui réussissent au bac, qui ont 17-18 ans, quand ils arrivent en France et qu'il faut qu'ils s'occupent de tout ce qu'ils doivent gérer, il y en a beaucoup qui échouent même dans leurs études, tu vois. Et peut-être moins maintenant parce que la vie a changé. Mais si tu veux, je pense qu'il y a une difficulté d'adaptation. Alors je ne dis pas aux parents de partir, mais je pense que peut-être que ce serait bien que les enfants rejoignent les clubs pro un petit peu plus tard. Parce que je ne crois pas que, malgré tout ce qu'on peut dire actuellement, je ne crois pas que les choses aient fondamentalement changé. Oui. Je ne pense pas qu'un enfant qui aura 15 ans, qui arrivera dans un club pro, ou 16 ans, s'il a des qualités, je pense qu'il va réussir comme les autres. Après moi, c'est ce que je pense. Après, maintenant, il y a peut-être un façonnage, je ne sais pas si le terme existe, des enfants qui doivent être trop dans les clubs, qui doivent avoir un certain parcours. Je pense que après, tout se discute. Moi, je me suis fermé à rien, mais je pense qu'un enfant qui a 15 ans, 16 ans et qui arrive dans un milieu où il peut s'exprimer, il peut réussir aussi, à mon avis. Jean-Baptiste. Salut Jacques. Oui. Oui, je vais juste vous poser une question. C'est vrai que de votre temps au temps actuel, bon, il y a l'évolution, les choses ne sont pas pareilles. Mais j'aimerais bien savoir, à votre époque, comment vous avez pu allier les études et la pratique du foot. Eh bien, c'est jusqu'à présent, chaque fois qu'on me pose la question, je n'arrive pas à bien répondre. Moi, je pense que j'ai évité dans cette période-là le fait de me coucher tard, parce qu'il fallait, bien entendu, s'entraîner et il fallait aussi travailler au niveau des études, puisque rien n'est offert, mais ce n'est pas parce qu'on était en milieu professionnel qu'on va vous accorder quelconque facilité. Et donc, alors je pense que j'ai évité le fait de me coucher tard de cette période-là, puisqu'il fallait s'entraîner deux fois dans la journée et travailler le soir, aller à l'hôpital, etc. Donc, je ne sais pas comment l'amalgame a pu se faire, mais bon. Après, il faut dire que quand j'étais à Paris, c'était Gilles Fontaine et il savait aussi que mes études, malgré tout, étaient une priorité. Enfin, il me demandait d'avoir le rendement sur le terrain. C'était ça, disons que c'était une période un peu particulière. Maintenant, on est tellement exigeant par rapport au respect. Je vois par exemple, c'est Coco justement qui a été envoyé le club parce qu'il est resté en Guadeloupe jouer avec sa sélection. C'est tellement difficile maintenant. Alors qu'avant, je pense qu'il y avait une certaine tolérance à partir du moment où sur le terrain, on donnait satisfaction. Et en tant qu'individu, quand on joue à ce niveau-là du football en première division, de soi-même, on s'entraîne. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements qui peuvent sauter parce qu'on doit aller à l'hôpital, on doit aller faire ses stages. Mais de soi-même, dès qu'on est libre, on va s'entraîner, on va courir tout seul, on va faire on se met en condition de manière à pouvoir ne pas souffrir sur le terrain. Et je pense que c'est essentiellement comme ça que j'ai pu accéder à ce niveau-là. Mais c'est vrai que souvent j'ai du mal à répondre à la question comment j'ai fait. Parce que je ne sais pas. Oui, sans doute parce qu'il y avait l'amour des deux. Il y avait l'amour du sport. Oui, non, et puis également. Absolument. Également non, mais tu vois, les études sont tellement contraignantes, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire et à apprendre que des fois, je me dis comment j'ai fait. Mais bon, je pense que
c'est de là que j'ai évité le fait de me coucher tard ou de travailler tard le soir pour les études. Il y avait aussi beaucoup de travail invisible, d'entraînement invisible, on appelle. Oui. Bien entendu, oui, puisqu'il faut être... il faut se préparer, il faut aller travailler, faire des entraînements pour qu'on soit bien. Et moi, j'ai eu la malchance d'être blessé la première année en première division au niveau du genou droit. J'ai été opéré et j'ai dû reprendre beaucoup tout seul. En fait, 3 mois après, j'étais sur le terrain, mais bon, il fallait quand même se préparer seul, s'entraîner, faire de la rééducation, etc. Donc, il faut travailler, il faut se dire que quand on est à ce niveau-là, et c'est valable même à un autre niveau, hein, on n'a pas le droit de ne pas exprimer les qualités qu'on a. On n'a pas le droit d'être ridicule non plus. Donc, quand on a un peu d'orgueil, on fait en sorte d'être prêt et de se tenir prêt face aux adversaires. D'accord. Alors, Jacques, le conseil, et c'est une question que j'aime bien poser à tous ceux qui interviennent dans cette émission, le conseil que tu pourrais donner justement à un jeune aujourd'hui, c'est quoi? Qui veut vraiment tenter cette carrière professionnelle? Oui, je pense que pour tous les enfants, il y a 2 choses. Il y a peut-être une chose importante à dire, c'est que quand on est bon, les gens le voient. Oui, le talent. Les gens le voient et il me semble que il y a peut-être une tendance de parents, tant que je sache, qui se précipitent et qui amènent les enfants dans les clubs, etc. Je pense que ce n'est peut-être pas la bonne méthode. Parce que quand on est bon, on est remarqué par les éducateurs, on est remarqué par ceux qui s'occupent de football et qui peuvent conseiller pour aller plus loin. Après, deuxième chose, pour moi, mais bon, chacun a sa conception. Moi, je pense que avec l'isolement dans lequel on met les enfants, pour les faire partir tôt, moi je trouve que c'est une erreur. Je sais que quelqu'un a dit partent à 13 ans, 14 ans, parce que les clubs, c'est ce qu'ils veulent. Mais à mon avis, c'est une erreur, parce que je pense qu'il faut un peu plus de maturité pour pouvoir se confronter à l'isolement. Parce que même si on a le club tout près, mais souvent on se retrouve seul quand même. C'est malheureusement la vie en France. Oui. Chacun a son monde, ceux qui sont là et qui sont de région, qui ne sont pas trop éloignés, peuvent partir chez eux, etc. Et les enfants, nos enfants à nous, souvent, ils se retrouvent parfois seuls le week-end. C'est vrai. Il y a de quoi avoir, de quoi déprimer des fois. Et ça, on sait bien que sur le plan sportif, pour donner un bon rendement, il faut être bien dans sa tête. Et moi, je pense que moi, c'est ma position. Après, chacun fait comme il veut. Oui. Dans les clubs, demandent que les enfants partent à 13 ans, 14 ans, 12 ans. Donc, il était important, en tout cas, Jacques, d'avoir ton avis par rapport à cette situation, à cette problématique. En tout cas, nous te remercions d'avoir été en direct dans cette émission, Jacques. D'ailleurs, tu auras l'occasion d'intervenir une nouvelle fois à l'antenne pour parler encore de football, puisque je sais que c'est ton dada, c'est ton hobby, et surtout, il y a un grand tournoi qui se prépare justement du côté de Marie-Galante. On aura l'occasion d'en parler, n'est-ce pas? Très bien, oui. C'est-à-dire que si je peux en dire juste un petit mot. Vas-y, très rapidement, Jacques. C'est qu'effectivement, nous avons un tournoi de jeunes. Oui. Que nous avons eu du mal à bien remplir au niveau de la participation. Mais bon, maintenant, c'est complet, c'est bon. On a des équipes qui viennent de la Martinique, une équipe qui vient de Saint-Martin, et d'autres équipes sont de la Guadeloupe, de la sélection féminine du 14. Et donc, tout est calé maintenant, et donc c'est bon. Et parallèlement, je voudrais signaler ça déjà, c'est qu'on a l'équipe de France des légendes, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce sont des anciens sélectionnés qui viennent et sous la direction de Luc Sonor qui travaillent au CIF. Ne t'en fais pas, Jacques, de toute façon, on va en parler, puisque je sais que c'est une passion et je sais que c'est un grand événement qui se prépare du côté de Marie-Galante. Merci, Jacques, d'avoir été en direct dans cette émission. On va se retrouver très prochainement. Merci, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé au vieux de temps. Voilà, Jacques. Merci, Jean-Baptiste, pour cette intervention. Et puis, on va se retrouver très, très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.